Bonjour, Bonjour, Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Il est 14 heures. Nous allons commencer avec notre webinaire sur la prise en charge de la Mpox. Nous remercions tous les participants d'avoir consacré un peu de leur temps à la participation à cet important webinaire. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? 5 Très sur bien. 5, docteur. Oui, on vous reçoit. Merci. Nous vous Merci. recevons. On te Merci. reçoit. Merci. Donc, nous savons tous que au mois d'août dernier, la Mpox a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Dans cette optique, le Cameroun, en alignement avec toutes les recommandations internationales, a donc activé un système de gestion des incidents qui est consacré à la préparation et à la réponse contre cet événement de santé publique dans notre pays. C'est dans ce cadre qu'il a semblé extrêmement important de renforcer les capacités de tous les personnels de santé sur la prise en charge du Mpox, de la Mpox. Parce qu'il faut le rappeler que c'est une pathologie dont on parle, mais il est extrêmement important aujourd'hui que nous tous, nous soyons outillés sur sa prise en charge. C'est pour moi l'occasion de remercier les différents orateurs et l'expert qui nous permettront de renforcer nos capacités sur cette, je ne pourrais pas dire nouvelle, mais cette pathologie qui est, avant cet événement, était peu connue. Pour ce faire, comme cela a été annoncé et présenté dans l'agenda ci-dessus, nous aurons la présentation du docteur Kamdem Joséphine sur le cas qui a été géré à l'hôpital de la Quintini. Nous aurons notre maître, le professeur Bissek Anne, qui nous renforcera nos capacités sur la prise en charge clinique. Notre consoeur, le docteur Mengen Elor, rappellera quels sont les axes de la prise en charge psychologique. À l'issue de ces trois présentations, nous aurons la série de questions-réponses auxquelles nous vous invitons vraiment à participer. Nous aurons la prise de parole du docteur Emma Yannick, qui est sous-directeur de la direction de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire. Et enfin, nous espérons dans 1 heure, je conclurai cet échange. Je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité et je donne la parole au docteur Kamdem Joséphine pour la prise de parole. Merci. C'est bon? Il faut qu'elle accepte. C'est bon. Bonjour à tous. Elle n'entend pas, hein. Bonjour. Vous pouvez partager. Oui, bonjour, on vous écoute. Ah, d'accord. Euh, Est-ce que vous avez ma présentation? J'essaie de partager l'écran. C'est bon, hein? C'est bon, hein? D'accord. OK. Bonjour à tous. Donc, je suis docteur Kamdem Joséphine, médecin infectiologue à l'hôpital La Quintini.
conseil médical adjoint. Bonjour, cher maître. Bonjour à tous les autres panélistes. Bonjour au comité d'organisation, dont l'hôpital La Quintine est très heureux de participer à, à ce renforcement des capacités de nos praticiens, tant dans notre pays que hors de notre pays. Donc, il nous a été demandé, pour la circonstance, de parler des cas cliniques que nous avons reçus à l'hôpital La Quintini. Rappelons que l'hôpital La Quintini a reçu plusieurs cas parce que nous sommes le centre un peu de référence quand les autres n'ont pas compris une pathologie. Ils nous les envoient. Donc, nous allons parcourir rapidement 4 cas que nous avons reçus qui ont retenu notre attention. Donc, à cet effet, nous allons commencer par le premier cas clinique. Ça va. Est-ce que tout le monde a le partage d'écran, s'il vous plaît? Soit vous pilez toi à partir. C'est bon? Oui. Donc, nous allons suivre le plan qui est devant nous. Cas cliniques, nous en avons 4, les généralités, ensuite les signes cliniques, le diagnostic différentiel, le traitement et la prévention. Donc, pour le premier cas, il s'agit du cas d'un monsieur âgé de 58 ans que nous avons reçu dans notre formation sanitaire le 23 avril 2014. En ce moment, on ne parlait pas beaucoup de la variole de singe. Donc, c'est un monsieur qui était forestier en Guinée équatoriale et qui nous était arrivé à l'hôpital La Quintini par transport commun pour prise en charge de cette curieuse dermatose. Vous avez donc sur ce diapo sa photo sur votre gauche. Donc, quand nous l'avons reçu, on a observé une dermatose bulleuse, surtout sur le visage, sur le tronc également. C'était une dermatose vésiculo-pustuleuse dont l'éruption avait débuté par le visage 10 jours avant son admission, avant de s'étendre à tout le reste du corps. On a noté une aphasie, une asthénie et une panique générale chez les membres de la famille. Donc, notre premier comportement a été de l'isoler. On est en 2014. L'isolement ne s'est pas correctement fait parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que c'était que cette curieuse dermatose. Donc, finalement, nous l'avons isolé en salle d'hospitalisation commune avec des paravents du regard des autres malades, mais on pouvait observer chez le personnel Les autres. Docteur Kamdem, on ne vous entend pas, s'il vous plaît. C'est son connexion et tout ça là. C'est ce qui m'est arrivé au début. J'ai parlé et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a entendu. Okay. Vous pouvez couper le micro, couper la caméra et vous continuez.
Allô? Vous m'écoutez? Là, on vous entend, docteur, on vous entend. Bon. Une seconde, s'il vous plaît, partage l'écran. C'est bon? Priez de mettre la présentation en diapo, s'il vous plaît, docteur. C'est fait. Ah, vous n'avez pas mis un diapo. Là, partage. Là, c'est parfait. D'accord. Entre. C'est bon? S'il vous Allô, plaît, c'est si bon? vous pouvez recommencer la présentation, s'il vous plaît. Merci. Absolument. Donc, bonjour à tous. Je suis Dr Kamdem Joséphine, médecin infectiologue à l'hôpital La Quintini, conseiller médical adjoint. Bonjour, chers maîtres. Bonjour, chers confrères. Bonjour à tous les autres panélistes. Surtout, merci au comité d'organisation qui nous a associés à cette grande messe pour le renforcement des capacités de nos praticiens. Donc, il nous a été demandé en ce jour de parler du cas clinique du monkeypox que nous avons reçu à l'hôpital La Quintini. Nous allons vous présenter 4 cas qui ont retenu notre attention parce que chaque cas présente une particularité clinique et évolutive. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan qui est celui-ci, parler des 4 cas cliniques, puis on va ressortir de ces cas des généralités avec des signes cliniques, parler un peu du diagnostic, du traitement, de la prévention et terminer par une petite conclusion. Donc, pour ce qui est du premier cas, il s'agit d'un monsieur de 58 ans que nous avons reçu le 23 avril 2014, qui nous venait d'aider où il était en transit parce que c'est quelqu'un qui était forestier et qui travaillait en Guinée équatoriale. Donc, nous parlons de ce cas parce qu'à l'époque, quand il nous arrive, on ne parle pas beaucoup de monkeypox, mais c'est un cas qui avait attiré notre attention. Il présentait une dermatose bulleuse, vésiculo-pustuleuse, comme vous pouvez le voir sur l'image. Son éruption a commencé par le visage 10 jours avant son admission, avant de s'étendre à tout le reste du corps. On notait également une asthénie et une aphasie, et surtout une panique chez les membres de la famille. Il faut noter que ce malade nous arrive par transport commun depuis EDEA. Donc, une fois dans notre formation sanitaire, on l'a admis aux urgences. Des urgences, il est arrivé au service d'infectiologie. Tout ceci, c'est pour qu'on comprenne un peu sa trajectoire au sein de l'hôpital. Puis, nous avons fait une alerte en interne en disant qu'on avait reçu dans le service une dermatose assez curieuse. Donc, l'isolement n'a pas été tout de suite fait parce qu'on parle de 2014, on ne parlait pas beaucoup d'isolement dans nos formations sanitaires. On l'a tout de même isolé du regard des autres malades grâce au paravent qui était à notre disposition. Mais on pouvait noter chez le personnel une panique parce que personne ne voulait le toucher, mais rassurons-nous, c'est un malade qui a été correctement pris en charge. Donc, d'emblée, nous avons pensé à une zoonose compte tenu de sa profession et nous avons surtout évoqué une dermatose varioliforme. Il a reçu comme traitement une réhydratation intraveineuse, des soins locaux, des antibiotiques et des antiviraux. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que le professeur va y revenir tout à l'heure. Et on a fait chez lui une prévention du tétanos. Malheureusement, au bout de 48 heures, il est décédé des suites de ses lésions et il a été transféré à la morgue de l'hôpital où la suite de prise en charge mortuaire a été effectuée. Le deuxième cas clinique est celui d'une jeune dame de 40 ans vivant à Lou, vendeuse de viande de brousse, que nous avons reçue le 14 août 2022. À son admission, sur le plan clinique, elle était consciente.
présentait une élévation de la température à 39 avec des ganglions périphériques palpables, axillaires et inguinales, une éruption papulo-vésiculeuse ayant débuté sur le visage avant de s'étendre sur tout le reste du corps. Il faut noter que cette patiente était séropositive non traitée. Et dès le départ, quand on l'a reçue aux urgences, on l'a transférée au service de dermatologie parce qu'on a pensé chez elle plutôt à un prurigo malin généralisé, mais au service de dermatologie, compte tenu des particularités des éruptions, on a tout de suite pensé à un mpox. Donc, le diagnostic qui a été évoqué chez cette dame est celui de la varicelle maligne, une variole de singe ou bien une cryptococcus cutanée. C'est pour ça qu'elle a reçu le traitement que nous avons sur l'écran, fluconazole, les antiviraux, les antirétroviraux, l'antibiothérapie et des soins locaux. Au bout de 9 jours, on a constaté chez elle un début d'assèchement des lésions cutanées. Malheureusement, le tableau va se dégrader par des propos incohérents avec une agitation et elle va décéder à J13 de son hospitalisation. Le troisième cas clinique est celui d'un monsieur de 40 ans que nous avons reçu, chauffeur, consommation de viande de brousse vivant à Tombelle, séropositif qui était connu 5 ans avant son admission sous TLD, avait une charge virale indétectable, épouse séropositif. Leur enfant de 5 ans était testé séronégatif. Donc, à son admission chez nous, selon l'anamnèse, il avait développé une fièvre depuis 2 semaines avec un furoncle à la cuisse. Il était conscient, avec une température de 38,4, pas de ganglion périphérique palpable, éruption papulo-vésiculeuse sur le visage, comme vous pouvez le voir sur les images, y compris sur la paume de la main et sur la plante des pieds. Ulcération de fond nécrotique, certainement à l'endroit où il avait constaté la furoncle au départ. Donc, le diagnostic qui a été évoqué chez ce monsieur, c'est une varicelle maligne, une cryptococcus cutanée et une variole de singe. Comme dans les antécédents, on avait déjà un cas qui venait de Loum, celui-ci étant de Tombelle. Et on sait que Loum et Tombelle se chevauchent. Donc, très rapidement, on a pensé à une variole de singe. Et on a mis en place le traitement à base de fluconazole, les antiviraux. Il a continué son antirétroviral. On a fait des soins locaux. On a demandé une charge virale VIH qui a ramené 71 copies avec une recherche négative de cryptococcus cutanée, néoformans. La PCR, monkeypox virus de clade 2, a été positif chez lui parce que notre laboratoire est centre de dépistage. Le laboratoire de l'hôpital Lacantini est désormais centre de dépistage. Au 12e jour de son hospitalisation, on note un début d'assèchement des lésions et à J28, ce malade est sorti, guéri, avec des lésions, une évolution favorable de ces lésions telles que vous pouvez le constater sur les images. Le 4e cas est le dernier que nous avons reçu, c'était le 10 janvier 2024. C'était un jeune homme séronégatif, originaire de l'Est, qui avait été recruté dans les forêts de Yingui comme chasseur. Donc, quand nous le recevons, il présente des lésions un peu différentes de toutes les autres lésions qu'on a vues parce qu'on a des lésions planes, généralisées, qui s'étendaient sur tout le corps, y compris les papilles, la gorge, parce que c'est un malade qui ne pouvait pas manger. Donc, on l'a prélevé et sa PCR monkeypox virus de clade 2 est devenu positif. À un moment donné, sur l'image le plus à droite, on a constaté une régression des lésions avec des éclaircissements, mais malheureusement, il va décéder à J6 d'hospitalisation. Donc, voilà, résumé, les cas que nous avons reçus. Et de ce cas, on va donc parler des généralités sur le monkeypox, qui, comme on peut le dire, est une zoonose.
qui est due à un virus. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Ce virus a été reconnu chez l'homme en République démocratique du Congo et s'est rapidement étendu à d'autres pays de l'Afrique. Le 23 juillet, comme on nous l'a dit d'emblée, l'OMS a lancé une alerte mondiale par cause des cas qu'on observe. Il faut source 2018, on a dit au sein de le 10 octobre 2022, MinSanté lance une alerte donc, comme nous pouvons le voir sur ce diapositive, afin que les praticiens de la population soient en alerte. Le préservoir de ce qui est de l'information. Les hommes sont accidentellement des autres. La transmission se fait de l'animal à l'homme par du sang ou de fluide. D'homme à homme, la transmission est très faible, interhumaine est très faible. Ça se fait par des gouttelettes et la contagiosité est possible avant les lésions cutanées. La transmission verticale également est possible. Il faut noter que la période d'incubation est assez variable, 14 jours en général jusqu'à 21 jours au maximum. Une fois que le virus est entré dans l'organisme par des voies respiratoires ou intradermiques, la réplication va se faire au niveau du nasopharynx et on va assister secondairement à une virémie qui va contaminer tous les organes et la virémie va corréler avec l'apparition de premiers signes cliniques. La pénique est celui que nous avons évoqué dans nos différents cas, un syndrome pseudo-grippal, des frissons, des ganglions périphériques palpables, un rash cutané qui peut être polymorphe, un dessèchement des lésions suivies d'une desquamation au bout de quelques semaines. On peut assister à des complications sur infection bactérienne et même une encéphalite dans certains cas. Chez les femmes enceintes, on peut assister à des avortements, des morts fétales in utero et la mortalité est variable, même si dans les différents cas que nous avons reçus, on n'a eu qu'un tiers de malades qui a survécu. Donc, le diagnostic est surtout clinique parce que tous les hôpitaux, toutes les régions du Cameroun ne disposent pas moyen diagnostic rapide. Donc, chaque clinicien devrait évoquer le monkeypox devant une clinique, devant les lésions que nous avons décrites dans les cas cliniques. La PCR est la méthode de diagnostic de choix. Le diagnostic différentiel doit être fait avec les autres infections cutanées que nous connaissons, la varicelle, syphilis et autres dermatoses. Le traitement, la première mesure, c'est l'isolement, avec une mise à disposition du personnel des EPI. Le traitement est très souvent symptomatique. On ne sait pas si les antiviraux jouent un rôle particulier, mais le traitement local est très, très important et la vaccination contre le tétanos doit être faite surtout chez les hommes parce que le tétanos est surtout masculin et nous l'observons dans notre formation sanitaire à des périodes variables, chez 99% contre 1%, 99% des hommes contre 1% des femmes. Donc, comme formation utile pour la population, il faut se rendre dans une formation sanitaire en cas de fièvre et éruption cutanée, éviter les contacts avec les animaux, faire cuire la viande avant de la consommer, pratiquer une bonne hygiène des mains avec des personnes et des animaux infectés, porter des équipements et des gants lors de la prise en charge
des malades. Et pour le personnel, il faut s'informer, il faut se former, il faut isoler des cas. Chaque hôpital devrait avoir soit une chambre d'isolement, soit un centre d'isolement à cet effet, pratiquer une bonne hygiène des mains et mettre à disposition des épis que le personnel doit correctement utiliser. Donc, en conclusion, on va dire que c'est une maladie assez particulière avec quand même qui peut engager le pronostic vital des gens qu'on reçoit. Donc, la formation sur le renforcement qui est en train d'être fait est une occasion, est une aubaine pour le personnel soignant de notre hôpital et chacun devrait prendre en compte, penser ou bien avoir toujours en idée désormais le monde qui porte dans le diagnostic des dermatoses éruptives. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr. Kamdem. Merci pour cette présentation qui nous a encore une fois rappelé la gravité de cette pathologie parce que nous voyons bien que le pronostic de la plupart des patients est généralement engagé. Nous allons donc passer la parole maintenant à notre maître, le professeur Bissek. Merci. Bonjour et merci de m'avoir invité à cet échange. J'espère que je pourrai rester jusqu'au bout parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais si nous faisons vite, je pourrais répondre à quelques questions. Donc, quel est le but de la prise en charge? Le but de la prise en charge, en fait, est de couper la chaîne de transmission du virus. Et on a vu là tout à l'heure qu'avec ces lésions vésiculo-pustuleuses, le virus est vraiment contenu à l'intérieur de ces sérosités. Il s'agit aussi de préserver le pronostic vital et de traiter et prévenir les complications comme très importantes et engager la vie. La prise préventive, Dr. Kamdem vous a énuméré les mesures préventives, le respect des mesures barrières, on en a assez parlé pendant COVID-19. Elle donc je ne vais pas m'allonger là-dessus. Il y a la vaccination, mais la vaccination des populations cibles. D'abord, les gens qui vivent dans les zones ou les communautés où on a noté une apparition de cas et surtout des gens qui ont été en contact avec ces cas. Les populations clés sont concernées parce qu'on a observé qu'il y avait des formes qui étaient essentiellement localisées au niveau des organes génitaux, notamment chez les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes ou les travailleuses du sexe. Et puis, il y a des métiers à risque, parmi lesquels le personnel de laboratoire, parce qu'il manipule ces sérosités, le personnel de santé qui dispense des soins, pardon, des membres des équipes de riposte aux flambées épidémiques, les agents de santé qui peuvent être régulièrement en contact avec les communautés pour d'autres raisons. Et nous avon ce groupe des éco-gardes qui sont dans les réserves, animales.
Alors, je vais surtout développer la prise en charge curative du Mpox qui concerne les cas légers et modérés et sans complications. Dans cette prise en charge, nous avons les moyens non médicamenteux qui ont aussi été énoncés tout à l'heure, l'hospitalisation, l'isolement, ce qui a été fait en pratique au niveau de l'hôpital La Quintini, la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge psychologique et psychosociale, les soins locaux, j'en parlerai particulièrement, la contention parce que la personne est immobilisée, la mobilisation précoce, etc. Mais du point de vue médicamenteux, selon les directives nationales, on va s'en tenir à l'antibiothérapie, les antipyrétiques et anti-antalgiques, anti-histaminiques, anti-émétisants, les inhibiteurs de la pompe à proton et les anxiolytiques. Alors, comme vous l'a dit tout à l'heure, première chose, il y a en dehors de l'éruption cutanée, il y a la fièvre et c'est pour ce cas simple et modéré la fièvre. Je n'insisterai pas sur les doses. Je pense que vous aurez certainement ce support. Deuxième chose, il va falloir contrôler la fièvre. Elle n'a pas trop insisté sur la douleur, mais il semblerait que c'est une éruption douloureuse, ce qui est normal parce que si on a des vésiculo-pustules comme ça qui peuvent recouvrir tout le tégument et être aussi étendu qu'on l'a vu, forcément, il y a des douleurs. Donc, au niveau buccal, quelques-uns des patients qu'elle a présentés, nous voyions déjà qu'au niveau des lèvres, il y avait des lésions buccales. Bain de bouche. Il faut un bain de bouche. Pourquoi? Pour garder la bouche propre. Ça va être des bains de bouche à l'eau salée ou à l'eau au bicarbonate de sodium. Il faudra, autant qu'on peut, envisager d'utiliser un antiseptique par voie orale. Il y a la chlorhexidine qui est contenue dans différents bains de bouche que nous avons au niveau sur le marché. Mais il y a aussi, si besoin, des anesthésiques locaux qui seront des crèmes ou des gels à base de lidocaïne ou de lidocaïne associée à la prilocaïne. Au niveau des organes génitaux ou anneaux rectales, ou dans la zone anorectale, ça va être des bains de siège pour accélérer la cicatrisation. Ces bains de siège pourront être faits avec de l'eau et du bicarbonate de sodium pour adoucir un peu, détendre un peu la peau, atténuer un peu la douleur au niveau de cette zone-là, au niveau du siège. Ce sera donc de l'eau et du bicarbonate, sachant que 2 cuillères à soupe dans une petite cuvette dans laquelle on pourrait faire asseoir le patient pourrait suffire. Concernant les muqueuses, on peut aussi envisager dans cette zone-là d'utiliser les mêmes crèmes anesthésiques, topiques anesthésiques. Il peut y arriver que ce soit tellement douloureux que la personne ne puisse pas déféquer, alors on fera appel à des laxatifs. Et s'il y a des lésions vulvaires, bon, c'est le même procédé et qui empêche d'uriner. Il faudra que la personne soit dans ce petit bain de siège pour détendre
pour lui permettre d'uriner en ayant beaucoup moins mal. Alors, par voie générale, là, je parlais de la prise en charge de la douleur par voie locale. Par voie générale, nous allons revenir à notre paracétamol pour la douleur légère, mais on pourrait avoir besoin du tramadol pour des douleurs plus sévères. Je n'insiste pas sur les doses. Alors, pour ce qui est des lésions cutanées, la prise en charge, bon, vous m'excuserez, comme je suis dermatologue, j'insiste un peu plus sur les lésions cutanées. La prise en charge repose sur la prévention de la surinfection, le traitement de la douleur, la prévention des cicatrices inesthétiques. Vous devinez bien que après avoir eu des vésiculomes, on va avoir à la fin vraiment des cicatrices inesthétiques qu'on appelle des cicatrices pupilliformes, c'est-à-dire que ça va donner des creux dans la peau et c'est comme ça qu'on reconnaissait avant des gens qui avaient eu la variole de l'être humain. Donc, on imagine que si ces gens qui ont été traités ont survécu, pour ceux qui ont survécu, on va retrouver des traces. Alors, il y a un tic, pas d'antibioprophylaxie, pas de corticothérapie locale, même si c'est inflammatoire. Alors, dans les environnements où on n'a pas grand-chose, il faut qu'on se limite à des choses simples. Peut-être que dans un hôpital comme l'hôpital La Quintini, où on a accès à beaucoup de choses, on ferait beaucoup d'autres choses pour la prise en charge des lésions cutanées. Donc, on va se limiter à des choses simples. Nettoyer les lésions à l'eau et au savon, sécher la peau en tapotant, pas en frottant, Parce que vous allez avoir vésicules, pustules, ulcération, c'est-à-dire, et puis croûte. Donc, il n'est pas question de frotter parce que le patient est contagieux tant qu'il y a des croûtes. Il n'est pas question de frotter, mais de laisser les croûtes tomber toutes seules. Désinfecter les lésions surinfectées, on a la chlorhexidine aqueuse, mais si on ne l'a pas, c'est vrai qu'on peut utiliser un savon aussi antiseptique qui fera l'affaire. Ne rien appliquer sur les lésions simples. Si nous avons des croûtes, pour faire tomber les croûtes, au lieu de frotter pour faire tomber les croûtes, on va mettre une pommade grasse qui va permettre de décoller ces croûtes tranquillement. Couvrir les lésions des mains, du visage et du visage avec des pansements s'il y a un suintement parce que tout à l'heure, on disait bien que c'est à ce niveau-là au niveau des lésions qu'on va aller prélever, donc le virus est présent. Si on peut couvrir, on couvre. On va porter des vêtements amples, pas des vêtements serrés. On va couper les ongles pour éviter le grattage et la surinfection en grattant. On risque de se infecter et puis on va s'hydrater beaucoup. Donc, la prise en charge de la surinfection va se faire avec la chlorhexidine ou l'aminocycline, amoxicilline, acide clavulanique, dans le but de tacler en même temps le streptocoque et le staphylocoque. Alors, pour les autres symptômes, nous avons
nous avons le prurite, qui est souvent là, au-delà de la douleur. On peut se gratter. Nous allons utiliser un anti-H1. On peut avoir des nausées et vomissements. On va utiliser l'onda citron, ce qu'on a sur la main. On peut avoir une gêne au niveau digestif. On utilisera l'oméprazole. Et puis, en cas de diarrhée, il faudra pratiquer une réhydratation orale si on le peut, mais sinon, vous avez vu qu'à l'hôpital La Quintini, on est allé avec des voies veineuses centrales. Alors, pour la prise en charge des cas sévères et critiques avec complications, je ne détaillerai pas cette prise en charge parce que selon les recommandations nationales, elles doivent être, ce genre de patient doit être admis dans des services de soins intensifs ou de réanimation. Ce sont donc des formes sévères, compliquées de la maladie, et ce sont aussi des groupes à risque de formes sévères. Je ne sais pas, je pense pas avoir vu de cas pédiatriques, mais il semblerait que la forme qui concerne les enfants est souvent vraiment une forme assez sévère. Nous avons les femmes enceintes qui sont, en guillemets, immunodéprimées du fait de leur état. Nous avons les personnes immunodéprimées et les patients atteints d'affections chroniques. Je veux insister ici sur la dermatite atopique, qui est l'eczéma atopique, qui est l'eczéma constitutionnel, qui est une pathologie au cours de laquelle il y a un prurite intensif qui fait que, bon, forcément, la surinfection peut survenir très rapidement. Et puis, bon, les brûlures, les situations de brûlure, les situations aiguës de brûlure. Donc, pour ces formes sévères et compliquées, Dr. Kamel avait de très belles images, mais je voudrais insister pour dire que à partir de quand est-ce qu'on parle de formes sévères? Quand on a une centaine, entre 100 et 250 lésions cutanéo-muqueuses de forme grave, au-dessus de 250 lésions. Bon, on va parler les mais il faut savoir que ces lésions peuvent confluer. C'est pour ça que le docteur Kandem, à un moment, a dit vésiculo-pustule. Ces lésions peuvent donc confluer. À l'intérieur de ces lésions, il peut y avoir un segment et ça équivaut à un décollement au niveau de la surface cutanée qui va faire perdre beaucoup de sérosité et qui va nous mettre dans des situations où on pourra comparer celle des brûlés, quoi, des grands brûlés. À ce moment, la surface corporelle, la prise en charge doit être fonction, c'est-à-dire s'il faut réhydrater ou donner des cotides à la personne, il faudra calculer la surface corporelle correspondante, vraiment comme un grand brûlé. Alors, ce sont des formes aussi où il y a des infections, au cours desquelles il y a des infections secondaires. La plusinisation, c'est-à-dire la surinfection dont nous parlions là tout à l'heure, par un staphylocoque ou un streptocoque, mais nous avons des formes avec infection un peu plus profonde dans la peau qu'on appelle dermo-hypodermique. Nous avons possibilité de myosite encore un peu plus
des bactéries, une propagation des bactéries qui ont surinfecté dans la circulation générale. J'insiste pour dire que un seul de ces critères suffit à dire que ce sont à classer l'éruption comme forme sévère et compliquée. Vous avez vu tout à l'heure que, franchement, ce qui a été présenté par l'hôpital La Quintinier était vraiment des formes sévères à compliquées. Mais nous avons d'autres signes, symptômes. Par exemple, on peut avoir des adénopathies cervicales volumineuses qui peuvent gêner la déglutition, des lésions oropharyngées multiples qui gênent l'ingestion des aliments, des troubles digestifs. J'ai parlé de la rectite sévère pour les hommes qui ont le sexe avec des hommes et puis l'atteinte oculaire, les complications neurologiques qui ont d'ailleurs été décrites au niveau des cas cliniques. Vous voyez une lésion vésiculo-pustuleuse en son centre. On continue, ce sont toujours les critères. Mais nous avons par ailleurs des risques de pneumopathie, de détresse respiratoire, déshydratation avec choc hypoxique. Je vous ai expliqué le mécanisme qui on est reconnecté, on s'entend. Est-ce qu'on est reconnecté? Est-ce que vous écoutez? Nous suivons bien. Oui, on on vous suit. entend. On suit maintenant. Le micro ouvert. Personne ne répond. Je vais mettre une photo. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nous suivons, professeur. Nous vous suivons. Nous vous suivons, Ah, vous professeur. suivez, tant mieux. Alors, Nous suivons, tant mieux. professeur. Ils sont sur les derniers critères qui mettent, qui font que oui, qu'on classe le cas comme étant un cas, une forme sévère et compliquée à référer au service de réanimation. Donc, on peut avoir une pneumopathie, un syndrome de détresse respiratoire, une déshydratation. J'ai expliqué le mécanisme tout à l'heure, évidemment, une malnutrition. Donc, en somme, avant de référer il va falloir quand même surveiller et puis préparer le mal. Vous savez qu'au niveau des lésions cutanées, il y a effectivement la présence du virus.
Donc, température, fréquence cardiaque, pression artérielle, fréquence respiratoire, bref, tous les paramètres vitaux doivent être pris avant d'acheminer, de décider d'acheminer. Pendant que vous préparez, vous conditionnez le malade pour le transfert. Et bon, bien sûr, le malade est capable de manger, de boire sans aide, de marcher de manière autonome. Est-ce qu'il a perdu du poids? Bref, c'est des choses qui peuvent vous faire pressentir quelle va être l'issue, s'il faut, bon, bref, de toutes les façons, il faut faire tout ce qui est nécessaire pour sauver le malade. Alors, il y a des cas particuliers en ce qui concerne la prise en charge. Tout le monde n'est pas tout à fait pris en charge de la même façon. Ça va être le cas de... Ça va être le cas des populations sexuellement actives. Nos populations clés, c'est-à-dire les TS et les NSM. D'abord, il faut documenter leur activité sexuelle, si je peux dire. Et puis, il faut procéder à un examen clinique complet en recherchant les adénopathies. Si on peut, on documente même cette éruption cutanée par des photos. Bref, on regarde mais ce que je veux dire, c'est que de toutes les manières, quand la personne se présente à vous, elle ne se présente pas en disant qu'elle est MSM ou qu'elle est DS. Donc, vous comprenez que vous devez faire un examen complet. Si vous trouvez des lésions au niveau des organes génitaux, vous devez envisager sa prise en charge dans le cadre d'une prise en charge globale des infections sexuellement transmissibles. Donc, vous allez faire, en plus de faire votre test à la recherche de Mpox, vous allez chercher le VIH, bien sûr. Et puis, vous allez lui donner des conseils. S'abstenir des rapports sexuels jusqu'à la chute des croûtes. Je crois que vous avez retenu que tant que les croûtes sont là, c'est la même chose hein, pour la varicelle, on vous l'a appris. Tant que les croûtes sont là, en dessous, le malade, sous ces croûtes-là, a du virus et donc peut transmettre. Utilisez systématiquement le préservatif pendant l'activité sexuelle. Bon, on vous a mis toutes les formes d'activité sexuelle pendant 12 semaines après la guérison. Parce que il faut savoir que, par exemple, dans le cas de l'herpès, même quand la lésion est guérie, vous pouvez continuer de sécréter du virus. Donc, c'est une précaution qu'on prend là. Et puis, les patients doivent être sensibilisés sur le fait que le préservatif n'empêche pas, c'est-à-dire que, OK, il y a le préservatif, mais on peut avoir des lésions au-dessus du préservatif, bon, on peut avoir des lésions au niveau du reste du corps, et que bon, ben, on peut transmettre la maladie. Il faut savoir que, je ne sais pas si le docteur, mais je crois avoir entendu, que contrairement à la varicelle, l'éruption survient en un bloc. Alors que la varicelle, nous commençons par le cuir chevelu, puis après le tronc, puis après, etc. Donc, pour les femmes enceintes atteintes de Mpox doivent, bon, bien sûr, être prises en charge, mais continuer leur prise en charge anténatale, postnatale de routine. Les nouveau-nés doivent être surveillés pour déceler toute lésion qui pourrait laisser soupçonner qu'il y a eu une transmission, sachant que les enfants,
Mpox prend souvent une allure assez grave. Et enfin, les enfants, les personnes qui doivent être vaccinées. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Je crois que seulement cette présentation nous a vraiment renforcé les capacités. Donc, nous vous remercions encore une fois de votre disponibilité et nous vous remercions pour la transmission de ce savoir. Nous avons également, au vu des Merci. photos, merci professeur, au vu des photos, ont vu la frayeur. Nous avons imaginé la frayeur aussi bien pour le patient que pour le personnel de la présentation de cette pathologie. Nous allons donc passer la parole au docteur Mengene qui pourra nous donner des informations importantes sur la gestion psychologique de cette affection. Docteur Mengene, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher maître, chers collègues, chers participants, bonsoir. La prise en charge psychologique à travers ma modeste personne a l'honneur de présenter cette spécialité dans le cadre de la prise en charge Mpox. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire le partage de l'écran? Merci. De façon globale, l'on doit déjà savoir que au Cameroun, lorsque l'on a une épidémie de ce genre, la prise en charge psychologique est automatiquement activée. Et spécifiquement dans le cas de l'infection à Mpox, la prise en charge psychologique, pourquoi? Parce que le stress est un grand immunodépresseur, nous le savons tous, et lorsque l'individu est stressé, il peut décompenser sur toutes les formes, sur le plan médical, sur le plan psychologique et autres. Donc, c'est important de s'occuper de cette prise en charge. S'occuper de cette prise en charge également parce que les problèmes de santé mentale peuvent être un obstacle à la prise en charge, c'est-à-dire que le patient peut être inobservant et dans ce cadre, mettre même à risque le personnel, son entourage, et ainsi aggraver le pronostic parce que s'il ne respecte pas, par exemple, les mesures PCI, ça aura un impact. Diapo. Et ici, la prise en charge a pour but de prévenir un peu les problèmes de santé mentale, c'est-à-dire le mal-être et ou la maladie mentale, en réduisant la peur et l'anxiété, en s'attelant à soutenir les patients et leurs proches, c'est-à-dire les accompagnants, parce que ceux-ci ont un impact sur le bien-être de, de leur proche qui est malade. La prise en charge aussi a pour but de limiter la stigmatisation, que ce soit même en milieu hospitalier ou en milieu communautaire, et d'assurer un suivi post-hospitalisation. Diapo. Et cette prise en charge, diapo, a 5 volets, repose sur 5 volets, 5 piliers. Le soutien psychologique individuel, l'individu lui-même. Vraiment, nous, on est en face d'une pathologie qui a des manifestations assez particulières avec ces éruptions cutanées qui ont vraiment un impact sur le bien-être des individus. Donc, il faut les accompagner. Il faut pouvoir soutenir la famille aussi, parce que c'est des inquiétudes, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Il faut pouvoir aussi avoir une attention particulière.
Il faut pouvoir avoir une attention particulière sur, sur les populations vulnérables, que sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Il faut soutenir ces professionnels de santé qui sont avant tout des êtres humains afin de prévenir l'épuisement et tous les autres problèmes de santé mentale qui peuvent présenter. Et enfin, il faut renforcer les réseaux communautaires. Diapo. Et lorsque l'on a un cas qui est confirmé, c'est important ici de faire une évaluation des besoins initiaux. Et cette évaluation, c'est essentiellement ce qu'on appelle les premiers secours psychologiques. Et dans ces premiers secours psychologiques, ont pour but de prévenir justement la survenue de problèmes de santé mentale. Et ici, c'est une façon d'être, c'est une façon de communiquer, de s'adresser à la personne qui présente cette symptomatologie. Diapo. Au cours donc de cette évaluation psychologique, ces premiers secours psychologiques, dans le cadre des cas bénins sur le plan physique, parce qu'un cas peut être bénin sur le plan physique, mais sur le plan psychologique, c'est assez important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une évaluation. Une évaluation, c'est un examen clinique, voilà, qui est beaucoup plus basé sur des entretiens. Ça, c'est important. Et après, on va s'occuper de la prise en charge. Et la prise en charge est fonction un peu de la problématique que va soulever le patient. Et chez les enfants, quand c'est un cas bénin, c'est-à-dire sur le plan clinique, on n'a pas un grand impact sur le plan physique, c'est des jeux ici pour évaluer un peu son anxiété. Chez les femmes enceintes, c'est des entretiens qui vont permettre de déterminer dans quel état sur le plan mental elle se trouve. C'est également dans cette prise en charge individuelle ce qu'on appelle la psychoéducation. Donc, lorsqu'on a en face de nous ces personnes qui présentent une symptomatologie bénigne, c'est important de leur donner un maximum d'informations sur la maladie, les signes et symptômes, le pronostic et autres. Bref, être à leur écoute, un temps d'interaction où ils peuvent aussi déposer à votre niveau leurs angoisses, leur stress et ce qui sera bon pour leur santé mentale. Et c'est également important de leur apprendre les techniques de gestion de stress. Voilà, si chacun a sa façon de gérer le stress, par exemple, on peut leur apprendre à se projeter des images qui sont source de bien-être, des techniques de respiration et autres. Diapo. Yes. Diapo. Et quand la personne est déjà hospitalisée, c'est toujours des évaluations, c'est-à-dire des entretiens tous les 2-3 jours, des enfants, c'est des thérapies beaucoup plus de jeux, les femmes enceintes, des techniques de relaxation. Et pour la population clé, c'est la prise en compte des risques de stigmatisation et d'isolement. Et cette prise en charge, vraiment, n'est pas standard. Elle est fonction de la problématique de la symptomatologie clinique sur le plan psychologique que la personne va présenter. Il est très important de signaler ici que les personnes que nous recevons ont déjà une vie antérieure avant cette infection, ont des problématiques existentielles déjà qui peuvent être gravement perturbées par cette infection. Donc, un cas peut être bénin,
sur le plan clinique, mais avoir de fortes répercussions sur le plan psychologique, sur le plan mental. Diapo. Et quand on a un cas bénin qui se prépare à sortir, il faut toujours cette évaluation pour que l'on sache effectivement que la personne est stable et puisse déjà affronter certaines difficultés. Il y a des recommandations par rapport au suivi post-hospitalisation, notamment le soutien communautaire, le soutien en ligne, le 15-10. Et par la suite, on peut donner des rendez-vous après une semaine, toutes les 2 semaines et après 1 mois. Et ça, c'est toujours pour prévenir un peu les problèmes de santé mentale comme les troubles post-traumatiques et autres. Diapo. Dans le cas des cas sévères, les cas sévères sur le plan clinique, il faut également déterminer à l'aide de ces premiers secours psychologiques, identifier les besoins prioritaires de ces derniers. Parce que pendant cet état, on peut être surpris d'entendre des préoccupations que ces derniers ont. Donc, il faut identifier les besoins. Et ça se fait à travers un entretien. Et l'entretien, la particularité, c'est la manière de communiquer, le ton qu'on adopte, les intonations et autres. Et sur le plan psychologique, de savoir également que les équipements que l'on porte ont un impact sur le plan psychologique, d'où également lors de psychoéducation, de parler de tous ces aspects-là afin de réduire la peur, de réduire la stigmatisation. Dans la prise en charge des cas sévères, c'est aussi important. Chacun à son niveau de pouvoir apprendre à ces derniers, aux patients, les techniques de gestion de stress, de toujours à l'aide de ces entretiens-là, permettre aux individus de sortir un peu leur douleur, de verbaliser leur détresse et autres, et surtout de penser aux proches, la famille, un accompagnement psychologique. Parce que ces derniers sont dans la peur, dans l'angoisse et ont eux également besoin d'informations, ce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, parfois par peur de s'avancer dans le diagnostic, le pronostic, ou alors quand on le fait, c'est pour donner des informations qui sont erronées. Et ça fait qu'à la fin, on assiste vraiment à des actes d'agressivité en milieu hospitalier et le personnel ne nous est même pas, n'est pas reconnaissant par rapport à cette prise en charge. On a aussi le cas des patients qui sont suivis en soins intensifs. On a toujours dans notre contexte l'impression que quand on est en point intensif, on n'a pas besoin d'un accompagnement psychologique, d'un soutien psychologique, mais ce qui est complètement faux. Parce que la personne qui est en soins intensifs, elle est encore vivante et il y a tous ces appareillages, tous ces bruits, cet équipement qui le stresse encore plus et l'on sait que l'on a dit auparavant que le stress, c'est un grand immunodépresseur. Ça vous fait décompenser encore toutes les pathologies que vous avez. Le stress est source de mauvaises observances thérapeutiques parce que le patient peut s'ajouter subitement ou avoir un comportement inadapté, des paramètres qui vont dans tous les sens seulement parce qu'il est stressé. Donc, apprenons en soins intensifs à communiquer avec nos patients dans cet état, à les rassurer, à demander toujours quels sont les besoins. Il y a des stratégies, des techniques de communication avec des patients en réanimation. C'est important de les soutenir, de les accompagner parce que même sur le plan scientifique, c'est démontré que beaucoup de patients qui sont passés en soins intensifs par la suite développent des troubles anxieux, de la dépression et autres.
Donc, ils doivent être soutenus. Il en est de même pour les familles qui doivent être informées de l'état réel de leurs patients, des membres de la famille, et ceci passe également par une bonne communication. Et, et lorsque la personne est également de façon globale prête à la sortie, il faut planifier cette réinsertion sociale et un suivi hebdomadaire post-hospitalisation. Diapo. On a aussi le cas de la gestion de deuil, les décès, ce qui nous pose vraiment un problème, souvent en milieu hospitalier. Et ici, le plus important, c'est vraiment d'accorder du temps à chaque membre de la famille pour exprimer ses émotions dans un cadre vraiment sécurisé. Laissons les familles exprimer leurs émotions, leur détresse. Et ça, c'est souvent mal perçu, mal compris, parce que ces familles-là, au cours de cette expression de leur mal-être, euh, euh, rendent responsable le personnel soignant et autres. Et c'est important de comprendre que cette étape est normale, parfois pour l'acceptation du deuil. Donc, accordons, supportons, donc de voir ces familles-là exprimer ses émotions, et la prise en charge psychologique est là pour s'assurer quand même que ça n'aille pas dans tous les sens. Il est aussi dans le cadre du deuil, donc organiser des sessions de groupe en tenant compte des croyances culturelles pour éviter l'isolement social. Diapo. On a de façon globale dans la prise en charge de l'infection à Mpox, le soutien psychologique des familles. Donc, il y a le soutien psychologique des patients, mais également intégré également qu'automatiquement, il y a le soutien psychologique des familles, parce que celles-ci sont dans l'angoisse. L'angoisse pour beaucoup de choses, l'angoisse par rapport à la situation de la maladie, l'angoisse par rapport euh, au retour même, la réinsertion, comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas de risque d'infection? Le soutien psychologique aussi, c'est une femme qui est mariée, un homme qui est marié. On a vu qu'il y avait des séquelles sur le plan physique et nous savons dans notre contexte l'impact que l'image, la représentation qu'on a de notre corps. Ah, si déjà en temps normal, ce corps est traumatisé par beaucoup de potions, à plus forte raison lorsqu'il y a réellement donc un problème. Donc, c'est un soutien aux familles pour pouvoir gérer toutes ces composantes-là. Diapo. Et également, c'est important la prise en charge des populations vulnérables, les enfants, réduire le stress avec des jeux, c'est important, les femmes enceintes, la communication et toute cette technique de gestion de stress-là passe d'abord par une bonne communication. Chez les femmes enceintes, il faut pouvoir gérer aussi l'anxiété prénatale et les personnes immunodéprimées. À travers l'écoute, l'on pourra ressortir les problématiques des uns et des autres. Parce qu'il faut savoir que les individus sont différents les uns les autres, même dans la détresse. Ils peuvent avoir la même pathologie, mais pas avoir les mêmes angoisses, les mêmes anxiétés. C'est pour ça que la prise en charge en santé mentale est vraiment individuelle. Diapo. Il y a souvent un corps qui est oublié, le corps des professionnels de la santé. Parce que même la population générale pense que ce corps-là est préparé aux épidémies, à toutes les problématiques. Or, on oublie que ce sont d'abord des individus qui ont leurs problématiques existentielles avant l'épidémie et qui peuvent avoir aussi des angoisses, des peurs qu'il va falloir manager, gérer. Sinon, ils ne seront pas capables de prendre en charge
un patient. Si vous avez un personnel soignant qui a, dont les signes, qui face aux signes et symptômes se met dans un état d'angoisse, d'anxiété, vous pouvez être sûr que la prise en charge de ce patient risque de ne pas être correcte. Donc, c'est important de mettre en place des sessions de débriefing où chacun pourra verbaliser un peu son mal-être et où on pourra identifier les besoins des autres, des uns et des autres. Et surtout, il faudrait qu'on soit capable de satisfaire un peu au maximum ses besoins pour qu'ils puissent être performants. On peut organiser des groupes de parole pour partager des expériences difficiles et prévenir l'épuisement professionnel. Un centre d'écoute, le 15-10, est aussi recommandé. Diapo. Et sur le plan communautaire, c'est important de sensibiliser, la sensibilisation, maximiser sur la sensibilisation de ces leaders-là sur le plan communautaire afin de permettre une bonne réinsertion de ces derniers. Et cette sensibilisation passe par la bonne information pour réduire la stigmatisation des patients. Donc, en conclusion, Diapo, nous pouvons dire que on a un protocole qui intègre l'approche non seulement psychologique, c'est-à-dire la santé mentale, mais aussi le soutien psychosocial. Parce que lorsque l'on effectue ces premiers secours psychologiques-là, c'est-à-dire cet accompagnement-là, il est question d'identifier les besoins. Les besoins peuvent être en santé mentale ou alors sur le plan psychosocial. Psychosocial, c'est ces éléments-là qui sont sociaux, mais qui sont source de mal-être. Un malade a des difficultés pour s'alimenter, un malade a des difficultés pour rentrer en contact avec sa famille. Donc, toutes ces problématiques-là doivent être intégrées dans un contexte, la prise en charge en santé et soutien psychosocial, et ce, pour assurer le bien-être des patients au cours de cette épidémie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mengene. Et vous nous rappelez une notion extrêmement importante, le bien-être. En cette journée de célébration de la santé mentale, nous nous rendons compte que même dans la Mpox, ça doit être appliqué. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au jeu de questions-réponses. Au nom de notre maître, le professeur Bisset, qui a été obligé malheureusement d'aller dans une autre réunion, donc elle est absente, elle tient à s'excuser, mais nous allons partager son adresse email pour que lui adresser directement des questions si vous en voyez la nécessité. Nous allons donc commencer avec le jeu de questions et réponses en sachant que le professeur Bissek est absente. La parole circule, s'il vous plaît. Nous allons commencer par les présentations et les questions orales et ensuite, Dr Kenko et M. Maïdé parcourront les questions qui ont été posées dans le chat afin que nous puissions y répondre. On commence avec les questions orales. Oui, nous commençons par Monsieur Nekefoba Elvis. Monsieur Nekefoba Elvis, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you very much,
Doc, for giving me the chance, and I want to thank all the presenters. In fact, the webinar was well enriched, and I have some few questions for clarification, but unfortunately, you just mentioned that Prof just stepped out for another meeting, because I had about 2 or 3 questions for Prof to clarify me. I don't know if I should ask the question here, or I should use her email, as you said, to ask the question to her directly. OK, vous pouvez commencer par poser des questions et ensuite vous enverrez les mails. Okay. Les mails, parce que nous avons le docteur Kamdem et le docteur Mengene qui sont présents. Merci. Oh, okay, thank you very much. One question for Dr. Kamge. Thank you very much, Doc, for your presentation. Please, like you said, that the cases of transmission from person to person is weak, is not as strong from animal to person. I just wish to find out from the 4 clinical cases that you have presented, which we had from Edea, Loom, Tombell. I don't know if you were able to have contact tracing for those ones that are coming from families, and how did you manage? And this one now is linking a question that I wanted to ask to Prof, because he talked about contact vaccines that has to be given to persons that have contact with the virus. I wanted to ask Prof whether the contact here, is it person-to-person contact or contact with the animals? Then the third question, or the second question that I wanted to ask Prof from her presentation, I don't know if I missed it out. I did not see the name of the vaccine that we're supposed to give to the person who was exposed to the mpox. And if the vaccine is there, or if they will have the name of the vaccine, is the vaccine only for those who are exposed to mpox, or a non-exposed person can still take the vaccine? Then also we have those, if the vaccine is to be taken, does it have a sequence of the vaccine to be taken, or the vaccine has to be taken just once when you are exposed to the mpox? Then also to Prof, at a certain point, she's mentioned that systemic antibiotics are not needed as far as mpox is concerned. But at a certain point, I saw one of her slides talking about amoxicillin and cloxacillin. I don't know if that one was a treatment for other things or was for mpox. So these are some of my worries that I had. I don't know if Dr. Kemka can throw more light on that. Thank you very much. OK, merci beaucoup. Merci pour vos questions. On va prendre également les questions de Monsieur Tadeo Nana. Mais avant ça, je voudrais refaire un cadrage. La communication sur tout ce qui est vaccin sera faite plus tard, parce que nous sommes dans un processus actuellement d'acquisition de vaccins, et nous attendons également les orientations du NATAG. Donc, pour l'instant, l'information utile, c'est de savoir que nous allons probablement adopter la vaccination, mais les modalités de la vaccination seront développées probablement dans un autre webinaire et par la communication institutionnelle du ministre de la Santé publique. Merci. Donc, Monsieur Nana, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Tadé, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas.
Est-ce que vous pouvez déposer vos questions dans le chat, s'il vous plaît? On ne vous entend pas. Docteur Kandem, s'il vous plaît, vous pouvez répondre aux questions qui ont été évoquées, s'il vous plaît, sans parler de la vaccination, parce qu'elle fera l'objet d'une autre communication. Merci. Docteur Kandem. Ok. Merci à la personne qui a posé la question. Si j'ai bien compris, il voulait savoir si on a tracé la famille, bien les différentes familles qui ont été exposées à leurs membres malades, si j'ai bien compris, afin de déterminer s'il y en a qui ont été contaminés ou pas. Je crois que c'était ça la question. Puisque la contamination interhumaine est faible, presque inexistante. En fait, chaque fois que nous avons reçu un cas, ça c'est sauf le premier de 2014, le CERPLE a été impliqué dans le suivi en communauté. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu d'informations selon laquelle des membres des familles des malades que nous avons reçus dans notre formation sanitaire, qui ont été exposés justement au mpox, ont été contaminés. Donc, il n'y a pas eu de contamination dans la famille, dans les différentes familles des malades que nous avons suivis à notre niveau. Je pense que OK. c'est la seule Monsieur question. Tadé. Oh, OK, merci, Doc. L'autre question que j'ai demandé par rapport à l'antibiotique, parce que prof l'a dit que pour cette mpox, Oui, justement, le professeur a dit pas d'antibiothérapie ni d'antibioprophylaxie à adopter, mais il faut savoir. Allô? On vous entend, docteur. Oui. Mais il faut savoir que dans des cas de surinfection, comme ce que nous avons vu, euh, on peut utiliser des antibiotiques à large spectre, surtout privilégier l'amoxicilline, parce que les premiers germes vont être soit les staphylocoques, soit les streptocoques, pour pouvoir pallier aux complications. Parce que plus tard, si on ne les traite pas, surtout, on commence toujours de façon locale à traiter les infections. Mais si l'infection se généralise, il faut absolument utiliser les antibiotiques parce que les malades que nous avons reçus ne pouvaient pas manger. On ne pouvait pas, pour la plupart même, n'arrivaient même pas à ouvrir la bouche dès le départ. Donc, ce qui nous a amené à croire que les ulcérations au niveau de la gorge, pour ceux à qui nous avons posé des questions, est-ce qu'ils avaient été souvent sujets aux angines et tout, nous avons tout de suite instauré une antibiothérapie à large spectre pour éviter justement la généralisation de l'infection à partir du pharynx. Donc, il faut vraiment voir ça au cas par cas. L'antibiothérapie n'est pas systématique. Mais si l'infection est présente, il faut bien la soigner, que de façon locale ou bien de façon systémique. C'est à chaque praticien de pouvoir évaluer la clinique qu'il a en face. OK. Merci, docteur. Et je voulais encore redire une fois, comme le docteur Kamden vient de le dire, et comme cela a été relevé par le professeur, l'indication antibiothérapeutique n'est pas systémique, mais elle est indiquée en cas de risque de surinfection. Donc, il faut vraiment rester là-dessus. En cas de risque de surinfection, elle est indiquée. Monsieur Tadé Onana, c'est une nouvelle main. Sinon,
Monsieur Maïdé, Docteur Kenko, nous allons passer aux questions qui sont déposées dans le chat. Monsieur Maïdé, vous avez la parole, s'il vous plaît. Docteur Kenko, vous avez la parole pour les questions déposées dans le chat, s'il vous plaît. Merci pour la parole donnée. La première question vient de M. Tadeo Nana. Est-ce possible de procéder à une classification de cas en fonction de la gradation des tableaux cliniques en vue d'avoir des groupes semblables à la prise en charge standardisée? Ça, c'était la première question de M. Nana. Non, vous procédez à 3-4 questions pour que le docteur Kamten puisse y répondre et éventuellement j'apporte des informations complémentaires. La deuxième question, c'est y a-t-il une corrélation entre le VIH et le virus de Mpox? Vous savez, du docteur Hervé Denis. Et la dernière question s'adresse au docteur Mengen. Le cas de Mpox exigeant des mesures d'isolement, y aurait-il des mesures particulières à prendre? Quelles sont-elles? Je crois que la 4e question, ça a été déposée par monsieur le directeur, docteur Bachir, sur la prévention, contrôle et infection des personnels de santé. Donc, c'est 4 questions. Docteur Kamdem, s'il vous plaît, et docteur Mengene, s'il vous plaît. Merci. Merci pour les différentes questions qui sont assez édifiantes. Donc, je n'ai pas bien compris ce qu'il veut dire par classification des cas pour pouvoir avoir une prise en charge standardisée. En fait, chaque praticien doit pouvoir évaluer le cas qu'il reçoit. Est-ce un cas sévère, est-ce un cas modéré ou bien est-ce un cas léger? Et en fonction de cette classification, il entreprend la thérapie qui sied parce que un cas sévère va être forcément pris en charge en réanimation, un cas modéré va être suivi et pour que les dispositions soient prises de telle sorte que le patient n'évolue pas dans la sévérité, alors qu'un cas léger va être pris en charge de façon commune, mais avec aussi, ça veut dire que le devoir du médecin ici ou bien du personnel médical, c'est de faire en sorte que le malade n'évolue pas vers la sévérité supérieure. Il faut tout faire pour que le malade reste, soit régresse de sévère à modéré, de modéré à faible, quoi, que la guérison puisse être possible. Ça, c'est pour ce qui était de la classification des cas. J'ai noté, est-ce qu'il y a une relation entre VIH et Mpox? Il n'y a pas de relation entre VIH et Mpox. Tout le monde peut être contaminé par le Mpox. Maintenant, les personnes séropositives non traitées, comme on l'a vu, sont à plus de risque de développer des cas sévères, alors que les personnes séropositives sous traitement avaient un contrôle viral et Mpox. Je pense que j'ai répondu à la question. Viral, c'est surtout utilisé pour le VIH et pour des cas des hépatites. Le malade qui vient avec son traitement et qui a une infection VIH contrôlée va continuer ses antirétroviraux.
alors que selon la sévérité, le malade qui vient avec le mpox on va d'abord s'occuper du mpox et prévenir les infections opportunistes telles que la toxoplasmose chez le malade qui n'est pas encore sous traitement. Donc, c'est vraiment la gestion clinique au cas par cas. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, sauf si j'en ai oublié. Je crois que ça a été le cas, docteur. Merci. On passe au docteur Menguene, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. L'isolement dans mpox, isolement ne veut pas dire manque de communication. Et l'isolement, la prise en charge est fonction un peu du cas. Quand le cas est bénin sur le plan clinique, donc il n'y a pas une symptomatologie assez retentissante, l'individu, nous travaillons avec l'équipe de PCI parce qu'il peut avoir son matériel et comme on dit, on travaille en collaboration avec l'équipe PCI. Il pouvait suivre ses études, il peut avoir des compositions. Si il peut continuer sa vie en ligne, il peut avoir son téléphone, il interagit avec les personnes de l'extérieur. En plus du fait qu'il puisse bénéficier donc d'un accompagnement psychologique, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même une équipe médicale qui est là, médico-psychologique qui est là pour la prise en charge. Donc, à l'aide des EPI, c'est pour ça qu'il y a vraiment un travail en collaboration avec l'équipe PCI qui est fait. Ce personnel entre quand même et il y a des techniques de gestion de stress, il y a des techniques de relaxation et il peut avoir son matériel pour continuer à mener une vie, entre guillemets, normale. Seulement, il est isolé pour qu'il ne soit pas contagieux. Maintenant, si c'est un cas sévère, c'est différent. Il faut toujours cet accompagnement psychologique qui sera fait d'entretien, d'une écoute, d'une bonne interaction. Donc, la prise en charge se fait au cas par cas dans le cadre de l'isolement et toujours en collaboration avec l'équipe PCI. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci. Pour ce qui concerne la PCI, comme ça a été relevé par Monsieur le directeur, nous venons déjà annoncer qu'il y aura tout un webinaire sur la PCI, notamment en milieu hospitalier. Mais pour ce qui concerne déjà le personnel de santé, nous savons qu'en dehors des mesures barrières qui doivent être appliquées dans les formations sanitaires, le personnel, on va dire, le premier garde est également encouragé à se faire vacciner. Donc, nous allons avoir tout un webinaire sur la PCI, mpox, notamment en milieu hospitalier, mais ça, ce sont déjà les premiers éléments de réponse. Comme nous sommes tenus par les délais et le temps, toutes les questions qui ont été recensées vont être partagées avec les différents orateurs. Et s'il vous plaît, Monsieur Maïdé, vous allez également partager les adresses des différents orateurs pour que la discussion puisse continuer après le webinaire. À l'issue donc de cette phase de questions et réponses, nous allons passer la parole au docteur Emma pour avis d'expert. Docteur Emma, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur Mandeng, de nous passer la parole. Nous tenons déjà d'abord à remercier les organisateurs de ce webinaire, ainsi que les trois orateurs qui nous ont apporté de précieuses informations qui nous permettent d'avoir une meilleure connaissance de la mpox. Plusieurs informations pertinentes sur cette maladie ont été données au cours de ce webinaire.
notamment les cas cliniques, les modalités de prise en charge, vont donc nous guider dans l'organisation des soins dédiés à la prise en charge de cette maladie. Après l'écoute donc des précédents orateurs, on comprend d'abord qu'il faut une approche inclusive et intégrée pour les soins. Aussi, ça veut dire que dans la formation sanitaire qui doit délivrer les 10 soins, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères qui doivent nous permettre d'être efficients dans la prise en charge. Donc, on regarde l'organisation de notre système de santé, notamment la pyramide sanitaire qui s'étale sur les 7 catégories de formation sanitaire publique, si on reste d'abord sur les publics, considérant les symptômes et besoins cliniques, considérant également les paquets de soins existants par catégorie de formation sanitaire. Nous pensons que les formations sanitaires de la 4e à la 1re catégorie, donc les hôpitaux de district, les hôpitaux régionaux et assimilés, les hôpitaux centraux et assimilés et les hôpitaux généraux, peuvent prendre en charge les cas de Mpox. Vous avez dû apprécier que la prise en charge clinique n'est pas abordable ou bien facilement dispensable par un certain type de personnel médico-sanitaire. Donc, nous évitons ici les centres de santé intégrés. Mais dans une certaine mesure, surtout en fonction des spécificités relatives à la carte sanitaire, on peut solliciter des centres médicaux d'arrondissement dans les formations sanitaires de 5e catégorie. La réalité du terrain, c'est que tous les districts de santé n'ont pas forcément un hôpital de district et certaines zones à risque peuvent avoir des centres médicaux d'arrondissement bien équipés. Donc, dans un souci de rendre accessible le traitement un peu de couvrir toutes les zones qui sont à risque ou bien qui sont exposées, il faudrait qu'on tienne compte également de certaines réalités du terrain sur la répartition de nos formations sanitaires. Bon, pour ce qui est du tri et de l'isolement, Dr Mengemar a brossé un peu la question. Nous pensons que l'expérience acquise lors de la gestion de la pandémie à COVID-19 dans les districts de santé doit être réveillée. Nous avons élaboré à ce sujet donc, un projet de lettre circulaire que nous soumettrons par voie hiérarchique dans le cadre du FVI. Nous transmettrons aux chefs de section pour que ça puisse parvenir au gestionnaire d'incident afin de sensibiliser ici les délégués régionaux, les chefs de district de santé et les responsables des formations sanitaires sur les modalités à prendre pour l'isolement, le triage et également les aspects relatifs aux soins à dispenser, dont le protocole dont nous avons évoqué, que nous avons évoqué tout à l'heure. Voilà en gros un peu l'approche que nous voulions partager dans le cadre des soins que nous pouvons prodiguer pour maîtriser un peu les cas de Mpox, déjà les cas suspects et également les cas confirmés dans les formations sanitaires. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci pour cet ancrage. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous devons administrer les soins, mais nous devons administrer les soins dans des cadres appropriés. Nous devons également administrer les soins sans risque de contamination pour le personnel et pour les autres patients. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Nous tenons à remercier particulièrement les orateurs qui ont été disponibles à partager aujourd'hui leurs connaissances et leur expérience. Nous tenons également à remercier tous les participants à cette activité et nous annonçons pour les prochaines semaines un webinaire sur la PCI et la logistique, notamment en milieu hospitalier. Nous vous remercions encore une fois pour votre disponibilité et nous rappelons que les questions peuvent être adressées aux différents orateurs via les mails qui ont été partagés. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci.
Bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.